J'ai trouvé la localisation un mardi après-midi, entre le marché et ma porte d'entrée, au moment précis où mes sacs pesaient le plus lourd et où le ciel de La Rochelle avait cette couleur de zinc qui annonce la pluie sans jamais vraiment la promettre. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau bleu, celui avec les boutons dorés que je n'aurais jamais acheté moi-même, mais qu'Anaïs m'avait offert pour mes 77 ans en disant que j'avais besoin de couleurs dans ma vie. Je me souviens que j'ai failli ne pas regarder. J'avais les mains froides, les doigts un peu raides, et j'étais fatiguée de cette fatigue particulière des fins d'après-midi d'automne qui ne ressemble à aucune autre fatigue. Puis j'ai regardé. Une localisation, le nom « Hôtel des Arcades » et une phrase en dessous, courte, sans ponctuation excessive, sans majuscules inutiles, écrite comme on écrit quand on n'a plus beaucoup d'énergie pour les formes, chambre 12, apporte une robe propre et surtout, viens seul. Je me suis arrêtée sur le trottoir de la rue Saint-Nicolas. Une femme avec une poussette m'a contournée sans un mot. Un homme au chien a ralenti un instant, m'a regardé, a continué. Je suis restée là, debout, avec mes sacs qui pesaient contre mes jambes, et j'ai relu la phrase 3 fois. Pas parce que je ne la comprenais pas, parce que je cherchais à comprendre ce qu'elle cachait derrière ce qu'elle disait. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important, parce que cette histoire mérite d'être racontée honnêtement. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas un reportage. Ce n'est pas une révélation officielle, ce n'est pas une affaire que les journaux ont couverte. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille, et d'une famille qui avait appris depuis des générations à appeler le silence de la sagesse et la souffrance de l'élégance. Je la raconte comme une histoire, parce que parfois, une histoire aide à comprendre à quoi ressemble une vérité familiale longtemps enfouie, avant que la vie ne nous la prenne trop durement. Les noms et les lieux font partie du récit. Mais les sentiments derrière cette histoire, beaucoup de familles les reconnaîtront. Je m'appelle Odette Marceau. J'ai 79 ans. Je vis au 3e étage du numéro 14 de la rue Saint-Nicolas, appartement 3C, dans un immeuble dont les murs ont absorbé 60 ans de conversations du quartier, de querelles de voisinage, d'odeurs de soupe le jeudi et de café brûlé le matin. Ma fenêtre donne sur la rue étroite où tout le monde se connaît par le sobriquet, par le boulanger qu'on fréquente, par les histoires qu'on fait semblant de ne pas savoir. J'ai vécu ici assez longtemps pour savoir qui pleure la nuit et qui ment le dimanche matin en allant à la messe. Mon mari Fernand est mort il y a 11 ans, d'un infarctus silencieux qui l'a emporté un matin de janvier sans lui laisser le temps de dire au revoir à personne. Fernand était un homme bon, économe, peu expressif, qui aimait profondément sans jamais très bien savoir le dire. Nous avions eu une vie correcte, honnête, sans grande catastrophe ni grands éclats. 2 enfants. Anaïs, la plus jeune, ma fille, 35 ans aujourd'hui. Et Laurent, le fils aîné, installé à Bordeaux avec sa femme et ses 3 enfants, qui appelle le dimanche soir avec une régularité de montre, mais qui n'est jamais vraiment présent dans la conversation. J'ai travaillé 32 ans à la mairie de La Rochelle, au service administratif, dans un bureau où les dossiers s'accumulaient avec une dignité tranquille et où j'avais appris à lire les gens à travers leurs papiers avant même de les voir en face. Ce métier m'a donné quelque chose que je n'aurais pas su nommer à l'époque, mais que je comprends mieux maintenant. Une attention aux détails qui ne se voient pas au premier regard. Une capacité à sentir quand un document dit une chose et cache une autre. Depuis ma retraite, je vis simplement. Le marché du mardi et du vendredi. La messe du dimanche, plus par habitude que par ferveur, je l'admets. Les courses chez Monsieur Petit, le primeur du bout de la rue, qui me met toujours de côté les dernières tomates de saison parce qu'il sait que je fais une soupe que son père aimait. Le déjeuner du premier dimanche du mois chez ma sœur Claire, qui habite à 20 minutes en tramway et qui a toujours eu une façon d'organiser le monde qui me rassure et m'agace en parts égales. Je vous en parlerai de Claire, mais pas encore. Ce soir-là, après avoir reçu le message d'Anaïs, j'ai posé mes sacs dans l'entrée de l'appartement, je me suis assise sur la chaise du couloir, celle qu'on ne s'assoit jamais parce qu'elle est là pour les manteaux et non pour les gens, et j'ai regardé mon téléphone encore une fois. La localisation clignotait. Hôtel des Arcades. J'avais passé devant cet hôtel des dizaines de fois sans jamais y entrer. C'est un établissement propre, sans prétention, le genre d'endroit qui accueille des commerciaux de passage et des couples qui ne veulent pas être reconnus, mais sans aucune des connotations que certains pourraient y projeter. Un hôtel de quartier, simplement.
Mais c'était le reste de la phrase qui m'occupait. Apporte une robe propre. Pas apporte quelque chose. Pas j'ai besoin de toi. Une robe propre. Quelque chose de précis, de choisi, comme si Anaïs avait réfléchi exactement à ce dont elle aurait besoin non pour dormir, non pour fuir, mais pour se présenter quelque part dans un état qui ne trahisse pas ce qu'elle avait traversé. J'ai pensé, elle dramatise. Puis j'ai eu honte de cette pensée, parce que je savais que c'était la pensée facile, la pensée que les mères de ma génération ont trop souvent eue, la pensée qui transforme le signal d'alarme en inconvénient à gérer. Je me suis levée. J'ai ouvert l'armoire de la chambre d'amis, celle où je garde encore certaines affaires d'Anaïs depuis une visite qu'elle avait faite chez moi l'hiver dernier. J'ai pris la robe marine à col droit, celle qu'elle portait pour les rendez-vous professionnels, sobre, sérieuse, propre. Je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai mise dans un sac en papier et je suis sortie. Si vous êtes avec moi à cet instant, si vous avez pris le temps de commencer cette histoire, j'aimerais déjà vous demander quelque chose. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Quelle ville, quelle région, quelle heure il est chez vous. Ça m'aide de savoir que je ne suis pas seule à raconter ceci dans le vide. Et si les premières minutes de cette histoire vous ont déjà touché quelque chose, laissez un j'aime. Abonnez-vous si vous voulez une histoire comme celle-ci chaque jour, parce qu'il y en a une ici, chaque matin, pour ceux qui veulent s'asseoir et écouter quelque chose de vrai. La rue était fraîche. Les platanes de la rue Saint-Nicolas perdaient leurs dernières feuilles avec cette lenteur indifférente propre à novembre. Je marchais vite, ce qui n'est plus tout à fait naturel pour moi depuis que mon genou gauche a commencé à me rappeler chaque matin qu'il a 79 ans lui aussi. Mais ce soir-là, il ne m'a pas dit un mot. L'hôtel des Arcades est une bâtisse en pierre de taille, façade modeste, 2 étages, une enseigne en fer forgé au-dessus de la porte vitrée. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux courts et à l'air fatiguée de quelqu'un qui a répondu à trop de questions inutiles dans sa journée, m'a regardé arriver avec mon sac en papier et mon manteau aux boutons dorés sans sourciller. Je lui ai dit que je venais voir ma fille. Elle m'a indiqué l'escalier avec un geste de la tête. Chambre 12, premier étage, à gauche. L'escalier sentait le bois ciré et quelque chose d'autre, une odeur légèrement chimique, désinfectant ou peinture récente, qui n'était pas désagréable, mais qui donnait au lieu une qualité de neutralité, d'espace sans histoire. Les murs étaient blancs. Le tapis du couloir, bordeaux et usé au centre. Les numéros des chambres, en chiffres de cuivre vissés sur les portes. Chambre 12. J'ai frappé 3 fois, comme j'ai toujours frappé à la porte d'Anaïs depuis qu'elle avait 7 ans, et m'avait expliqué qu'un seul coup c'était pour les étrangers, et 2 coups c'était pour les gens pressés, mais 3 coups c'était pour elle savoir que c'était moi. La porte s'est ouverte presque immédiatement, et là j'ai vu ma fille. Anaïs n'était pas effondrée. Elle n'avait pas les yeux rouges de quelqu'un qui vient de pleurer des heures. Elle était habillée, coiffée, les mains calmes posées le long du corps. Mais il y avait dans son regard quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, depuis l'époque où elle avait 12 ans et qu'elle avait perdu sa première amie proche à cause d'une cruauté d'école dont on ne parle pas assez. Ce regard d'une personne qui vient de comprendre quelque chose d'irréversible et qui n'a pas encore décidé si elle va s'en remettre ou si elle va simplement apprendre à vivre avec. Elle a ouvert la porte plus grand. Elle m'a dit « Entre, maman ». La chambre était ordonnée avec une précision qui n'était pas naturelle. Ce n'était pas le désordre d'une fuite précipitée. Ce n'était pas non plus la neutralité d'une chambre d'hôtel à peine occupée. C'était quelque chose d'intermédiaire et de délibéré. Une malle ouverte sur la chaise, les affaires rangées dedans avec soin. Un verre d'eau sur la table de nuit, plein, intouché. Et sur la table de travail, face à la fenêtre qui donnait sur la petite cour intérieure de l'hôtel, 3 enveloppes, alignées, comme des dossiers. Comme si Anaïs avait préparé une réunion. Elle m'a montré la chaise à côté de la table. Elle s'est assise en face de moi. Elle a regardé les enveloppes un instant, puis elle m'a regardé et elle a dit ces mots que je n'oublierai jamais de ma vie. « Maman, je ne t'ai pas appelée pour que tu me consoles. Je t'ai appelée pour que tu comprennes comment il m'a transformée en coupable. Je me suis tue, parce que quelque chose dans cette phrase m'a dit que ce n'était pas le moment de parler. C'était le moment d'écouter. Vraiment écouter.
pas avec l'oreille d'une mère qui veut rassurer, mais avec les oreilles d'une femme qui comprend que sa fille est en train de lui expliquer un mécanisme, et que comprendre ce mécanisme était la seule chose utile qu'elle pouvait faire ce soir-là. J'ai appris une chose dans mes 79 ans, une chose que j'aurais voulu apprendre bien plus tôt. Il existe une différence profonde entre entendre quelqu'un et l'écouter. Entendre, c'est recevoir les sons et les organiser en mots. Écouter, c'est accepter de laisser ces mots changer quelque chose en soi. La plupart du temps, quand nos enfants nous parlent de leur souffrance, nous entendons. Nous répondons, nous consolons, nous proposons des solutions. Mais nous n'écoutons pas toujours, parce qu'écouter vraiment demande de suspendre nos propres certitudes, le temps que leur vérité puisse entrer. Ce soir-là, dans la chambre 12, j'ai décidé d'écouter. Anaïs avait épousé Bastien Ravel 6 ans plus tôt, en juin, dans une petite cérémonie à La Rochelle, que tout le monde avait trouvée belle et appropriée. Bastien était le genre d'homme qu'on qualifie de sérieux, sans vraiment savoir ce que le mot signifie. Grand, brun, des mains soignées, une façon de parler posément qui donnait à ses interlocuteurs l'impression d'être compris, même quand il ne leur disait rien d'important. Il dirigeait une petite structure de conseil en gestion patrimoniale, installée dans un bureau propre du centre-ville, avec une plaque en laiton sur la porte et 2 collaborateurs qui l'appelaient « Monsieur Ravel », avec une déférence apprise. Pour moi, Bastien avait toujours été ceci, un homme trop parfait dans ses formes pour être tout à fait naturel. Il me saluait avec exactement la pression de main correcte. Il demandait de mes nouvelles, avec exactement le bon niveau d'intérêt. Il posait sa serviette sur ses genoux avant même que le pain soit arrivé. C'est le genre de détail que les autres ne remarquent pas, mais que moi, après 32 ans à lire des gens à travers des formulaires, j'avais toujours catalogué dans la catégorie des comportements appris, plutôt que des comportements vécus. Mais être trop poli n'est pas un crime. Et j'avais convaincu pendant des années que mon sentiment à l'égard de Bastien relevait de ma propre rigidité de femme âgée qui juge trop vite les maris de ses enfants. Fernand, mon mari, avait eu la même première impression et m'avait dit un soir, tard, dans la cuisine, « Cet homme ne me déplaît pas, mais il ne m'atteint pas non plus. » Nous en étions restés là. Anaïs semblait heureuse, ou du moins, elle semblait fonctionner. Je comprends aujourd'hui que fonctionner et être heureuse ne sont pas synonymes. Je comprends aujourd'hui que certaines personnes apprennent si bien à fonctionner à l'intérieur d'une situation douloureuse qu'elles deviennent elles-mêmes des expertes de leur propre invisibilité. Anaïs avait appris à répondre « ça va » d'une façon qui ne laissait aucune place à la question suivante. Et moi, j'avais pris l'habitude de ne pas poser la question suivante, parce que j'avais peur de ce que la réponse m'obligerait à faire. C'est cela aussi, la complicité silencieuse d'une famille qui tient à sa tranquillité. Anaïs a commencé à parler. Pas de façon désordonnée, pas avec des sanglots ou des cris. Elle a parlé comme quelqu'un qui a répété mentalement ce qu'il allait dire pendant plusieurs nuits et qui sait exactement par où commencer. Elle m'a dit que les premières années avaient été acceptables. Pas lumineuse, pas particulièrement joyeuse, mais acceptable. Elle travaillait comme responsable de communication pour une agence locale. Elle avait ses propres revenus, ses propres déplacements, ses propres décisions quotidiennes. Ce que Bastien faisait à ce stade, c'était surtout occuper l'espace. Physiquement présent, émotionnellement absent, mais pas encore dangereux. Le glissement avait commencé de façon si graduelle qu'elle avait du mal à en fixer la date précise. Ce n'était pas un événement. C'était une accumulation. Une suggestion ici, une décision là. Un compte bancaire ouvert en commun, pour simplifier. Un investissement présenté comme une opportunité qu'il fallait saisir vite. Une signature numérique obtenue avec la phrase « T'inquiète pas, c'est juste une formalité administrative ». Une autre. Puis, une autre encore. Le moment où elle s'était vraiment réveillée, m'a-t-elle dit, c'était un matin ordinaire où elle avait voulu vérifier le solde de leur compte commun pour payer une facture de médecin. Et elle avait découvert que le compte, celui qu'elle croyait alimenté par leurs 2 salaires, avait un solde de 47 €. Non pas parce qu'ils avaient beaucoup dépensé, mais parce que l'argent avait été transféré, progressivement par tranches invisibles, vers des structures que son nom n'autorisait pas à interroger, mais que sa signature avait pourtant contribué à créer. Je veux m'arrêter ici,
Parce que ce que ma fille m'a expliqué ce soir-là dans la chambre 12 est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas et que je n'aurais jamais cru possible si je ne l'avais pas entendu de sa bouche. Il est possible, dans certaines structures juridiques et financières, d'utiliser le nom et la signature d'une personne d'une façon que cette personne n'a pas vraiment autorisée, si cette personne n'a pas été formée à lire ce qu'elle signe. Ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas de la fiction, c'est quelque chose qui se passe dans des familles ordinaires, dans des appartements ordinaires, avec des hommes ou des femmes qui sourient convenablement et qui savent que la confiance est le meilleur des alibis. Si cette réalité vous touche ce soir, si vous reconnaissez dans ce que je décris quelque chose que vous avez vécu ou que vous avez vu de près, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer. Le mot « reconnu » suffit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous serai vraiment reconnaissante de le faire, parce que chaque jour j'apporte une histoire comme celle-ci, une histoire qui n'est pas là pour faire peur, mais pour aider à voir. Anaïs m'a montré la première enveloppe. À l'intérieur, des relevés bancaires, des dizaines de pages, imprimées soigneusement avec des lignes surlignées en jaune, les transferts, les dates, les montants, les références de comptes vers lesquelles l'argent partait. Elle m'a expliqué qu'elle avait passé 3 semaines à les rassembler discrètement, en accédant au compte depuis son téléphone le matin, avant que Bastien se lève, en faisant des captures d'écran qu'elle envoyait immédiatement à une adresse mail, créée spécifiquement pour ça, un compte qu'il ne connaissait pas, que personne ne connaissait. J'ai regardé les pages. Mes mains de fonctionnaire retraité ont reconnu immédiatement ce que mes yeux de mère avaient mis du temps à accepter. Il ne s'agissait pas d'erreur. Il ne s'agissait pas de mauvaise gestion. Il s'agissait d'une architecture. Quelqu'un avait construit cela sur plusieurs années avec une intention claire. Et l'intention était de faire porter à Anaïs la responsabilité d'un système qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle avait involontairement signé. La chambre sentait une légère odeur de produits ménagers et la pluie qui commençait à frapper la fenêtre. Anaïs avait gardé le ton monocorde de quelqu'un qui a peur de perdre son sang-froid si elle varie l'intensité. Je la regardais parler, et je pensais à toutes les fois où j'avais vu cette enfant petite, assise à la table de la cuisine de la rue Saint-Nicolas, faire ses devoirs avec une concentration absolue, les lèvres serrées, refusant de demander de l'aide jusqu'à ce qu'elle ait essayé toutes les solutions elle-même. Anaïs avait toujours été comme ça. Elle trouvait de l'aide une fois qu'elle avait compris le problème. Jamais avant. Ce soir-là, elle avait compris le problème, et elle était venue me trouver. Ce que je ne savais pas encore, ce que je n'allais apprendre qu'un peu plus tard dans la soirée, c'est qu'il y avait 2 autres enveloppes sur cette table, et que la 2e et la 3e allaient me demander quelque chose de beaucoup plus difficile que de regarder des relevés bancaires. Elles allaient me demander de regarder ma propre famille. La pluie avait fini par arriver pour de bon. Je l'entendais contre la vitre de la chambre 12 avec ce bruit régulier et indifférent que la pluie de novembre a à La Rochelle, ce bruit qui n'a pas d'urgence ni de méchanceté, qui tombe simplement parce que c'est son heure et que la ville est habituée. Anaïs avait repris de l'eau dans son verre, puis l'avait reposée sans boire. Elle regardait les enveloppes. Moi, je regardais ma fille. Il y a des moments dans la vie d'une mère où vous réalisez que vous avez regardé votre enfant toute votre vie sans vraiment la voir. Pas par indifférence, pas par mauvaise volonté, mais parce que les enfants, même adultes, continuent d'exister dans notre regard à travers le filtre de ce qu'on a voulu pour eux, de ce qu'on a cru qu'ils avaient obtenu, de ce qu'on s'est raconté pour ne pas avoir à remettre en question ce que notre silence avait peut-être rendu possible. J'avais voulu pour Anaïs une vie stable, un homme sérieux, un foyer sans tempête. C'était une ambition honnête, celle de ma génération, celle que ma propre mère avait eue pour moi avant que je comprenne que la stabilité sans joie ressemble à une prison avec des rideaux propres. Et j'avais vu en Bastien, malgré ce malaise diffus que je n'arrivais pas à articuler, quelque chose qui ressemblait de loin à ce que je voulais pour elle. Un homme qui ne criait pas, un homme qui payait ses factures, un homme qui disait bonjour aux voisins. Mais voilà ce que j'avais appris ce soir-là et que je veux vous dire maintenant, avant d'aller plus loin dans cette histoire. Le danger ne ressemble presque jamais à lui-même. Il ne porte pas toujours un masque grossier ou un comportement visible. Parfois il s'habille en linge clair.
Parfois, il pose sa serviette sur ses genoux avant même que le pain arrive à table. Parfois, il parle doucement parce qu'il a compris que parler doucement est une façon de ne jamais avoir à se justifier. Je n'avais pas su voir ça. Et cette responsabilité-là, je l'ai portée avec moi toute cette nuit et je la porte encore. Anaïs m'a demandé si je me souvenais du printemps de 2 ans plus tôt, quand elle m'avait téléphoné un jeudi soir pour me dire qu'elle était fatiguée et que peut-être le mariage avec Bastien n'était pas tout ce qu'elle avait espéré. Je me souviens de cet appel. Je me souviens de ma réponse. J'avais dit « Tous les mariages ont des phases difficiles, ma chérie. Ton père et moi en avons eu aussi. » J'avais dit ça avec tendresse, avec la conviction sincère que j'aidais. Et j'avais raccroché en pensant que j'avais été une bonne mère ce soir-là. Anaïs m'a dit, sans élever la voix, avec une précision qui était plus douloureuse que toute colère, « Ce soir-là, maman, j'essayais de te dire quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Et tu m'as répondu avant que j'aie eu le temps de le trouver. » J'ai reçu ça. J'ai laissé ça entrer sans me défendre, parce qu'elle avait raison, et parce que se défendre à ce moment-là aurait été une autre façon de ne pas écouter. Voilà ce que je veux vous dire à vous qui m'écoutez ce soir. Quand quelqu'un que vous aimez essaie de vous dire quelque chose de difficile, la première réponse utile n'est presque jamais une solution. C'est un silence. C'est l'espace qu'on offre pour que la phrase suivante puisse exister. Ce soir-là, 2 ans plus tôt, j'avais rempli le silence d'Anaïs avec mes propres certitudes et elle avait refermé la porte. Anaïs a posé la main sur la 2e enveloppe. Pas encore. Elle m'a d'abord raconté la suite des relevés bancaires, parce qu'il y avait une histoire dans ces chiffres qui méritait d'être comprise avant le reste. Bastien avait construit son système sur 2 piliers. Le premier était la confiance légitime que les gens accordent naturellement aux professionnels du patrimoine, aux gens qui connaissent les termes juridiques, les structures fiscales, les formulations précises qui désarment l'inquiétude ordinaire. Anaïs n'était pas naïve. Elle avait fait des études supérieures, elle gérait une équipe dans son agence, elle lisait les contrats qu'on lui soumettait au travail. Mais il y a une différence entre lire un contrat dans un domaine qu'on connaît et lire un contrat dans un domaine où quelqu'un que vous aimez vous dit « Ne t'inquiète pas, c'est standard ». Le 2e pilier était plus subtil. Bastien avait progressivement construit autour d'Anaïs une image d'elle-même qui la prédisposait à douter de son propre jugement. Pas en la critiquant violemment, pas avec des insultes ou des crises visibles, mais avec des petites phrases. Tu t'emballes souvent sur ce genre de choses. Tu ne connais pas bien ce milieu, c'est normal. Je comprends que tu sois inquiète, mais ton anxiété déforme parfois ta lecture des situations. Ces phrases, dites avec soin, avec une voix posée, répétée sur 6 ans, avaient construit en Anaïs une hésitation chronique envers ses propres observations. Quand elle remarquait quelque chose d'étrange dans un document, elle se demandait si c'était le document qui était étrange ou si c'était elle qui n'avait pas bien compris. C'est ce qu'on appelle parfois la destruction de la confiance en soi par accumulation. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un événement qu'on peut montrer du doigt. C'est une architecture, là encore. Une architecture invisible qui finit par devenir le cadre dans lequel une personne croit que le monde fonctionne. Je veux que vous entendiez cela, parce que c'est peut-être la leçon la plus importante de cette première soirée dans la chambre 12. Une personne peut être intelligente, formée, compétente dans sa vie professionnelle, et quand même être amenée à douter de ce que ses yeux lui montrent, si quelqu'un de proche et de confiant a travaillé assez longtemps à nourrir ce doute. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est une réponse humaine à une pression humaine. Est-ce que cette description vous touche quelque chose ce soir ? Est-ce que vous reconnaissez dans ce que je décris quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être une période de votre propre vie ? Si c'est le cas, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires le mot « reconnu », juste ce mot, parce que parfois nommer ce qu'on a vécu ou ce qu'on a vu commence par un seul mot. Et si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour le faire. Il y a une histoire comme celle-ci chaque jour sur cette chaîne, et parfois, la bonne histoire arrive à la bonne personne au bon moment. Anaïs m'a ensuite raconté la réunion, celle qui ne s'était jamais tenue. Il y avait, dans le milieu de la gestion patrimoniale de La Rochelle, un homme qu'on lui avait présenté comme un conseiller indépendant, quelqu'un qui connaissait Bastien, mais qui était, lui assurait-on, tout à fait objectif.
Cet homme s'appelait Maître Duverne, et il lui avait proposé, par l'intermédiaire d'une connaissance commune, de l'aider à analyser sa situation juridique et financière de façon confidentielle. La rencontre devait avoir lieu dans un endroit neutre, pas au cabinet de Bastien, pas à leur appartement. L'hôtel des Arcades avait été choisi précisément pour sa neutralité, son caractère anonyme. Anaïs s'était préparée. Elle avait rassemblé ses documents. Elle avait pris une chambre pour la journée afin d'avoir un espace de travail calme avant la réunion. Et puis, 2 heures avant l'heure convenue, elle avait reçu un message de la connaissance commune qui lui disait que Maître Duverne avait finalement décidé de ne pas venir, que la situation était plus complexe qu'il ne le pensait, et qu'il lui conseillait de reprendre la conversation avec son mari dans un cadre apaisé. Anaïs avait mis 20 secondes à comprendre ce que cela signifiait. Ce conseiller indépendant n'avait jamais été indépendant. La réunion n'avait jamais été destinée à l'aider. C'était un mouvement de plus dans le système de Bastien. Créer l'illusion d'une issue pour la ramener ensuite à la case de départ, avec moins d'énergie, moins de confiance en ses propres démarches, et davantage convaincue que chercher de l'aide extérieure ne mènerait nulle part. Elle avait alors regardé le téléphone dans sa main, le message de décommandement, et elle m'avait envoyé la localisation. La robe propre, m'a-t-elle expliqué, c'était parce qu'elle avait pris une décision dans ces 20 secondes de compréhension. Elle n'allait pas rentrer à l'appartement. Elle n'allait pas appeler Bastien. Elle allait aller, ce soir-là ou le lendemain matin au plus tard, à la gendarmerie, puis chez un avocat, puis dans la seule banque dont le compte était exclusivement à son nom, un compte qu'elle avait gardé depuis avant le mariage et auquel Bastien n'avait jamais eu accès. Et pour faire tout cela, elle voulait être habillée d'une façon qui ne permettrait à personne de la réduire à l'image que Bastien avait passé des mois à construire d'elle, celle d'une femme fragile, anxieuse, peu fiable dans ses évaluations. La robe propre n'était pas de la coquetterie, c'était de la résistance. J'ai regardé ma fille et j'ai vu, pour la première fois depuis très longtemps, non pas l'enfant que j'avais élevé, non pas la femme mariée à qui j'avais dit que tous les mariages traversent des phases, mais une personne adulte qui avait fait une analyse précise d'une situation complexe et qui avait pris une décision stratégique dans un moment de crise. Et qui avait eu besoin de moi non pour qu'on lui dise quoi faire, mais pour qu'on soit là pendant qu'elle le faisait. Je me suis souvenu d'une chose que ma mère m'avait dite une seule fois dans notre cuisine de Rochefort où j'avais grandi, alors que j'avais peut-être 22 ans, et que je traversais ma propre confusion d'une façon que je ne savais pas nommer. Elle m'avait dit « Odette, les femmes de notre famille ont toujours su quoi faire. Elles ont juste toujours manqué de quelqu'un pour rester dans la pièce pendant qu'elles le faisaient. » Je n'avais jamais très bien compris cette phrase. Je la comprenais ce soir. Anaïs a posé la main sur la deuxième enveloppe et l'a ouverte. Ce qu'il y avait dedans n'était pas des relevés financiers. C'était autre chose. Des impressions de messages. Des échanges écrits sur une plateforme de messagerie professionnelle. Une de celles que les gens utilisent pour les communications d'entreprise en croyant qu'elles sont plus privées que les textos ordinaires. Des échanges entre Bastien et diverses personnes. Des échanges qui décrivaient le caractère d'Anaïs, son instabilité émotionnelle, sa tendance à mal interpréter les situations financières, sa fragilité psychologique qui nécessitait une gestion douce. Ces messages avaient été envoyés à des collègues, à des associés, à des connaissances communes. Bastien avait passé du temps à construire une version d'Anaïs qu'il pourrait présenter si elle venait à partir, si elle venait à se plaindre, si elle venait à demander des comptes. Une version d'elle qui ferait douter de sa parole avant même qu'elle l'ait prise. Anaïs avait eu accès à ces messages parce qu'un soir, Bastien avait laissé son ordinateur ouvert sur la cuisine. Elle avait vu une notification. Elle avait lu. Et elle avait photographié l'écran avec son téléphone, méthodiquement, page après page, pendant qu'il était sous la douche. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était de la survie documentaire. Et c'est quelque chose que je veux dire ici avec soin, parce que c'est important. Quand vous commencez à percevoir un schéma inquiétant dans votre propre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous aimez, l'une des choses les plus utiles et les plus responsables que vous puissiez faire, c'est de noter ce que vous observez. Les dates, les comportements, les phrases exactes, pas pour alimenter une vengeance, pas pour bâtir un dossier de guerre, mais parce que la mémoire est fragile et que le brouillard dans lequel certaines situations plongent, les gens les rend vulnérables à douter de leurs propres souvenirs.
Écrire protège la mémoire. Écrire ancre le réel. Anaïs avait fait quelque chose d'intelligent et de courageux dans un moment où beaucoup de gens se seraient paralysés. Je veux qu'elle entende ça, et je veux que vous l'entendiez aussi. Mais il y avait encore une troisième enveloppe. Et Anaïs n'était pas pressée de l'ouvrir. Elle regardait la pluie sur la vitre. Elle avait repris son verre d'eau cette fois, et elle l'avait bu lentement. Je n'ai pas dit un mot. Je savais qu'il fallait attendre. Puis elle a dit, toujours sans élever la voix, « La troisième, maman, c'est celle que tu vas trouver difficile. » Je lui ai dit que j'étais là, que j'avais le temps, que je n'avais nulle part où aller ce soir. Elle a ouvert la troisième enveloppe. Dedans, il y avait une correspondance. Des lettres imprimées, courtes, formelles au début, puis de plus en plus directes. Des échanges entre Bastien et une femme que je connais depuis 79 ans. Une femme dont je connais l'écriture, le ton, la façon d'organiser une phrase avec une économie de mots qui a toujours fait son autorité dans la famille, ma sœur Claire. Je vais vous dire ce que j'ai ressenti dans ce moment, parce que vous méritez l'honnêteté complète et pas une version édulcorée de ce que c'est que de découvrir ce genre de vérité à mon âge. Ce que j'ai ressenti, c'est d'abord du vide. Pas de la colère, pas du chagrin, du vide. Comme si quelque chose s'était retiré du sol sous mes pieds, sans bruit, et que j'avais besoin d'une seconde pour vérifier si je tombais. Puis j'ai lu. Claire et Bastien échangeaient depuis au moins 18 mois. Les premiers messages étaient polis, informatifs. Bastien demandait des conseils sur Anaïs, sur son caractère, sur la meilleure façon de gérer ses inquiétudes quand elle posait des questions sur leurs finances. Claire répondait avec l'autorité de quelqu'un qui connaît bien la famille. Elle disait qu'Anaïs avait toujours eu tendance à catastrophiser, qu'il fallait être ferme mais affectueux, qu'elle se calmait si on lui donnait l'impression d'être entendue sans pour autant changer les décisions. Ces mots venaient de ma sœur qui avait tenu Anaïs dans ses bras à la maternité. Ma sœur qui venait déjeuner le premier dimanche du mois avec ses confitures de figues et son sourire de femme qui a les choses en main. Plus loin dans les échanges, le ton changeait. Claire ne se contentait plus de donner des conseils sur le caractère de sa nièce. Elle commençait à orienter Bastien sur la façon de présenter certaines situations financières à l'extérieur de la famille, pour que le sobriquet Marceau ne soit pas associé à une affaire désagréable. Elle parlait de la réputation de la famille. Elle parlait de ce que les voisins de la rue Saint-Nicolas pensaient. Elle parlait de moi parfois, en disant qu'Odette était quelqu'un de bien, mais qu'elle avait tendance à se mettre du côté de sa fille sans voir la situation dans sa globalité. Et dans le dernier message, daté de 3 semaines avant ce soir-là, Claire avait écrit à Bastien « Anaïs a toujours eu besoin d'être cadrée. Ne la laisse pas construire un problème là où il n'y en a pas. Le mieux pour elle et pour vous deux, c'est qu'elle comprenne que la stabilité vaut mieux que la vérité. La stabilité vaut mieux que la vérité. » J'ai relu cette phrase 2 fois, 3 fois, et je l'ai reconnue, pas dans l'écriture de Claire, dans l'air de la famille, dans les déjeuners du premier dimanche, dans les sujets qu'on n'abordait jamais, dans les questions qu'on ne posait pas, dans les mots qu'on choisissait pour envelopper les choses inconfortables dans du papier de soie et appeler ça de la sagesse. J'avais été élevée dans cette culture. Nous avions toutes les deux été élevées dans cette culture, Claire et moi, par une mère qui aimait sa famille intensément et qui pensait sincèrement que préserver la paix de la maison était la forme la plus haute de l'amour. Cette mère nous avait appris que les femmes solides ne font pas de vagues, que le silence face à l'inconfort est une marque de maturité, que les histoires de famille restent dans la famille, et que la réputation est quelque chose qu'on garde, comme on garde une vaisselle précieuse, en ne la sortant que les jours de fête et en la rangeant soigneusement avant que quelqu'un puisse la casser. Claire n'était pas un monstre. C'est la chose la plus importante et la plus difficile que je devais comprendre ce soir-là. Claire était le produit d'une transmission. Elle avait reçu une façon de penser que notre famille lui avait donnée avec amour et elle l'avait appliquée avec la conviction sincère de faire le bien. Elle pensait, en orientant Bastien, en gérant les inquiétudes d'Anaïs à distance, en protégeant le sobriquet Marceau, qu'elle aidait. Elle ne voyait pas ce qu'elle trahissait. Ou peut-être qu'elle le voyait et qu'elle choisissait de ne pas regarder, parce que regarder aurait exigé de remettre en question trop de choses à la fois. Mais l'intention bonne ne neutralise pas le tort fait,
Et le tort avait été fait. Ma nièce, ma propre fille, avait été isolée, documentée comme instable, préparée à perdre la crédibilité de sa propre parole, en partie grâce à l'aide de ma sœur. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. La pluie tombait toujours sur la cour intérieure de l'hôtel des Arcades, éclairée d'un seul lampadaire de service qui donnait à l'asphalte mouillé une teinte cuivrée. J'ai regardé cette lumière un moment. Je pensais à ma mère, je pensais à Claire, je pensais à tous les déjeuners du premier dimanche. Je pensais à toutes les fois où quelqu'un de la famille avait souffert en silence, et où nous avions tous collectivement décidé d'appeler ça de la discrétion. Puis je me suis retournée vers ma fille, et j'ai dit « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» Ce n'était pas la réponse parfaite, ce n'était peut-être même pas la bonne réponse. Mais c'était la première fois de ma vie que je posais cette question à ma fille sans avoir déjà la réponse en tête. C'était la première fois que je la posais sans filtre, sans protection, sans l'envelopper dans mes propres besoins de mère qui veut réparer, consoler, résoudre. Anaïs m'a regardée. Et pour la première fois de la soirée, quelque chose dans son visage a changé légèrement. Pas un sourire, pas du soulagement, mais une qualité de présence différente. Comme si quelqu'un avait rouvert une fenêtre dans une pièce qui n'avait pas eu d'air frais depuis longtemps. Elle m'a dit « J'ai besoin que tu signes une déclaration comme témoin de la famille. J'ai besoin que tu gardes une copie des enveloppes chez toi cette nuit. Et j'ai besoin que demain matin, tu viennes avec moi chez l'avocat que j'ai trouvé. Il n'est pas lié à Bastien, j'ai vérifié. » J'ai hoché la tête. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Et j'ai besoin que tu arrêtes de te faire du mal parce que tu n'as pas vu plus tôt, parce que lui non plus n'a pas vu, parce que personne n'a vu. C'est exactement pour ça que ça a marché. Je vous dis cela ce soir, parce que c'est peut-être la leçon la plus dure de cette histoire, et elle ne concerne pas Bastien, elle ne concerne pas Claire, elle me concerne moi directement. On ne peut pas voir ce qu'on n'a pas été préparé à chercher. Et ne pas avoir vu ne signifie pas avoir accepté. La différence entre le déni actif et l'aveuglement involontaire est importante, non pas pour s'absoudre, mais pour comprendre ce qu'on a à apprendre pour ne plus jamais rater le signe la prochaine fois. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, ce qui s'est passé dans la nuit, le lendemain matin, et les semaines qui ont suivi, je veux prendre un instant pour vous parler. Parce que cette histoire n'est pas simplement l'histoire d'une fraude et d'une trahison familiale, c'est l'histoire d'un silence hérité. Et ce silence, vous le connaissez peut-être. Peut-être que dans votre propre famille, il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on a appris que les dire était plus coûteux que de les garder. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous aimez qui souffre en silence, parce que la culture dans laquelle vous avez grandi a associé la souffrance muette à la force. Si cette histoire vous parle ce soir, laissez un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que voir n'est pas toujours une trahison, que parler n'est pas toujours une faiblesse, et que parfois aider quelqu'un qu'on aime commence par accepter d'entendre ce qu'on avait peur d'entendre. Abonnez-vous si vous voulez être là demain, parce que la suite de cette histoire n'est pas encore terminée. Et les prochains blocs vous diront ce qui s'est passé quand nous sommes sortis de cette chambre, quand j'ai fait face à ma sœur, et quand Anaïs a commencé à retrouver quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Dites-moi quelle heure il est chez vous. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous a dit un jour « tu exagères » alors que vous saviez que vous n'exagériez pas, écrivez le mot « témoin » dans les commentaires. Parce que ce soir, je suis votre témoin. Et demain, l'histoire continue. La nuit dans la chambre 12 a duré plus longtemps que je ne l'aurais cru. Nous n'avions pas dormi, ni l'une ni l'autre. Anaïs avait fini par s'allonger sur le lit, tout habillée, les yeux ouverts vers le plafond blanc, et moi j'étais restée dans le fauteuil près de la fenêtre, avec les 3 enveloppes sur les genoux, à écouter la pluie diminuer, puis s'arrêter complètement vers 2 heures du matin. La chambre était silencieuse après ça d'une façon différente, plus lourde, comme si le silence avait pris la place de quelque chose qui avait trop longtemps occupé l'air. J'avais 79 ans. Je n'avais pas passé une nuit blanche depuis l'hospitalisation de Fernand, 11 ans plus tôt, quand j'avais attendu dans un couloir d'hôpital que quelqu'un vienne me dire ce que je savais déjà. Cette nuit-là avait eu la même qualité d'irréversibilité. Cette sensation que le monde d'avant n'existait plus et que le monde d'après n'avait pas encore de forme reconnaissable. Vers 4 heures du matin, Anaïs a dit dans le noir
sans se retourner vers moi. « Tu aurais pu rentrer chez toi, maman. » Je lui ai répondu « Je sais. » Elle n'a plus rien dit. Et j'ai compris que c'était la bonne réponse. Au petit matin, quand la lumière a commencé à filtrer entre les rideaux de la chambre 12 avec cette couleur particulière de l'aube en novembre à La Rochelle, une lumière grise et douce qui ne promet rien mais qui est là quand même, j'ai regardé ma fille se lever, aller dans la salle de bain et en ressortir quelques minutes plus tard avec le visage lavé et les cheveux coiffés. Elle a pris la robe marine dans le sac en papier que j'avais apporté. Elle l'a enfilée sans hâte, avec une précision dans chaque geste qui m'a serré la gorge, parce que je reconnaissais dans cette précision quelque chose que j'avais moi-même pratiqué dans les moments les plus difficiles de ma vie. L'acte de s'habiller soigneusement comme une façon de dire au monde, et à soi-même, que l'on est encore là, que l'on n'est pas brisé. Elle s'est regardée dans le miroir de la salle de bain dont la porte était entr'ouverte. Puis elle a dit, presque pour elle-même, « C'est mieux ». J'aurais voulu lui dire que je la trouvais belle, que je l'avais toujours trouvée belle. Mais ce matin-là, belle n'était pas le bon mot. Le bon mot était quelque chose comme intact, quelque chose comme présente, quelque chose qu'on n'a pas toujours le vocabulaire exact pour dire. Nous avons pris notre petit déjeuner dans la salle commune de l'hôtel, une pièce avec 3 tables en bois clair et un buffet modeste avec du café, du pain et des confitures en petits pots. Il n'y avait personne d'autre à cette heure-là. La réceptionniste de la nuit avait été remplacée par un homme plus âgé qui nous a salués avec la discrétion professionnelle des gens qui ont appris à ne pas poser de questions dans les hôtels. Nous avons mangé presque sans parler. J'ai beurré le pain d'Anaïs parce que c'est ce que je fais depuis qu'elle a 3 ans et que certains gestes survivent à tout. Elle l'a accepté sans commentaire. Après le petit déjeuner, elle a sorti son téléphone et a vérifié un message. Elle a dit « Le rendez-vous avec l'avocat est à 9h30, cabinet Lefort, rue du Palais. » J'ai hoché la tête. Puis j'ai dit « Avant d'y aller, il faut que tu me dises quelque chose. » Elle m'a regardé. « Claire, est-ce que tu veux que je lui parle avant ?» Anaïs a réfléchi un moment. Elle a regardé son café. Puis elle a dit « Non, pas maintenant. D'abord l'avocat. D'abord mettre les documents en sécurité. Claire peut attendre. Elle a attendu 18 mois pour faire ce qu'elle a fait. Elle peut attendre quelques jours de plus. » Il y avait dans cette réponse une maturité stratégique qui m'a à la fois impressionnée et attristée. Ma fille avait appris à prioriser la sécurité sur l'émotion. C'était sage. C'était nécessaire. Et c'était aussi le signe de tout ce que cette situation lui avait coûté. Avant de vous raconter ce qui s'est passé au cabinet de l'avocat, je veux m'arrêter un instant avec vous, parce que nous sommes maintenant au cœur de ce que cette histoire veut vous dire, et je ne veux pas que ce moment passe trop vite. Si vous êtes encore avec moi à ce point de l'histoire, si vous avez écouté depuis le début, vous méritez que je vous demande quelque chose directement. Est-ce que vous connaissez, dans votre propre famille ou dans votre entourage, quelqu'un qui souffre en silence d'une situation que les autres, autour de lui ou d'elle, ont décidé d'appeler normale? Quelqu'un dont la parole a été progressivement sapée par une accumulation de petites phrases, de petites décisions, de petits silences collectifs? Si oui, cette histoire est pour vous. Et si elle vous a donné quelque chose, même un seul mot à retenir, laissez un j'aime maintenant. Abonnez-vous si vous voulez continuer à vous asseoir avec moi. Et dites-moi d'où vous écoutez ce matin. Quelle ville, quelle région, quelle heure il est chez vous. Je lis ces commentaires un par un, et ils comptent pour moi. Le cabinet Lefort occupait le premier étage d'un immeuble de la rue du Palais, à 10 minutes à pied de l'hôtel des Arcades. Rue du Palais qui longe ce qui fut le vieux tribunal de La Rochelle, avec ses façades en pierre que les hivers salés de l'Atlantique ont rendues grises d'une façon presque solennelle. Nous avons marché jusqu'au cabinet par les petites rues du centre, Anaïs avec son sac sur l'épaule et les 3 enveloppes à l'intérieur, moi avec mon manteau bleu aux boutons dorés que le vent du matin avait l'air de trouver insuffisant. Je n'avais jamais aimé les cabinets d'avocats. Non par hostilité envers la profession, mais parce que les espaces où l'on règle les conflits portent toujours une odeur particulière, quelque chose entre le papier ancien et l'air conditionné et la tension retenue des gens qui attendent que les mots aient enfin un effet concret sur leur vie. La salle d'attente du cabinet Lefort était petite,
2 fauteuils bleu marine et une table basse avec des revues que personne ne lit jamais vraiment. Et une secrétaire derrière un bureau en verre dépoli qui nous a accueillis avec la précision rassurante des personnes qui ont l'habitude de recevoir des gens dans des situations difficiles. Maître Lefort avait une 50aine d'années, une façon de tenir son stylo qui donnait l'impression qu'il l'utilisait pour réfléchir autant que pour écrire, et un bureau couvert de dossiers classés avec une méthode visible. Il avait reçu un message d'Anaïs la veille avec une description succincte de la situation. Il nous avait demandé d'apporter les documents. Il nous regardait maintenant toutes les deux avec l'attention calme des professionnels qui ont entendu beaucoup de situations difficiles et qui ont appris à ne pas laisser leurs réactions personnelles occuper la pièce avant d'avoir compris ce dont on avait réellement besoin. Anaïs a posé les 3 enveloppes sur son bureau. Elle lui a expliqué la situation de façon synthétique, précise, sans pleurer, sans s'étendre sur les détails émotionnels. Elle parlait comme quelqu'un qui avait préparé une présentation. Maître Lefort prenait des notes. Je me taisais, parce que ma présence dans cette pièce était celle d'un témoin, pas d'une actrice, et je le savais. Quand Anaïs a eu terminé, Maître Lefort a regardé les documents de la première enveloppe en silence pendant plusieurs minutes. Il a posé 2 ou 3 questions techniques sur les dates d'ouverture des comptes communs, sur la nature précise des signatures numériques utilisées, sur les structures juridiques des transferts. Anaïs a répondu à tout, avec une clarté qui m'a rendu fière, d'une façon que je ne savais pas encore très bien nommer. Puis Maître Lefort a posé son stylo et il a dit, simplement, « Ce que vous me montrez est exploitable. Je ne vais pas vous promettre un résultat immédiat, parce que ce type de dossier prend du temps et que la justice, dans ce domaine, avance à son rythme. Mais ce que vous avez rassemblé est sérieux, cohérent et documenté, ça compte. » Anaïs a fermé les yeux une seconde. Juste une seconde. Puis elle les a rouverts et elle a dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et Maître Lefort a expliqué. La première étape était de sécuriser les originaux des documents dans un endroit hors de l'accès de Bastien. La deuxième était d'informer la banque dont le compte était exclusivement au nom d'Anaïs de ne procéder à aucune transaction sans son accord explicite en personne. La troisième était de prendre une décision sur la résidence. Anaïs pouvait-elle retourner à l'appartement sans risque immédiat ? Elle a répondu qu'il n'y avait pas de risque physique, que Bastien n'était pas violent dans le sens physique du terme. Maître Lefort a noté cela sans réagir, parce qu'il savait, comme moi, que l'absence de violence physique ne signifie pas l'absence de danger. Il a aussi parlé de quelque chose qui m'a arrêté. Il a dit qu'il était important, dans les semaines à venir, qu'Anaïs tienne un journal de bord. Pas un journal intime, un journal factuel, les dates, les conversations, les comportements de Bastien qui avaient changé depuis qu'il avait dû sentir que quelque chose se préparait. Les messages reçus, les messages envoyés, tout ce qui constituait un schéma observable. J'ai reconnu dans cette recommandation quelque chose que j'avais appliqué moi-même pendant des années sans jamais en avoir fait une doctrine consciente. La documentation comme protection de la mémoire. L'habitude d'écrire les choses non pas pour s'en souvenir un jour dans un livre, mais pour ne pas se laisser convaincre plus tard qu'elle n'avait pas eu lieu. Voilà ce que je voudrais que vous reteniez de ce passage, si vous ne devez retenir qu'une seule chose pratique de tout ce que je vous raconte ce soir. Quand vous observez quelque chose qui vous inquiète dans la vie de quelqu'un que vous aimez ou dans votre propre vie, notez-le. La date. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti. Pas pour construire un dossier d'accusation, mais parce que les situations difficiles ont une façon de se diluer dans la mémoire au fil du temps, et les gens qui en bénéficient savent très bien comment accélérer cette dilution. Nous avons quitté le cabinet Lefort à 11 heures du matin. Dehors, le ciel de La Rochelle avait décidé de s'éclaircir un peu. Pas franchement, pas avec enthousiasme, mais suffisamment pour que la lumière sur les façades de la rue du Palais soit moins oppressante que la veille. Anaïs a inspiré l'air froid du matin. Elle a regardé la rue. Puis elle a dit « J'ai faim ». C'était la première chose normale qu'elle avait dite depuis la chambre 12. Nous sommes allés dans une brasserie du coin, une de ces brasseries qui n'a pas changé de décor depuis 20 ans et qui s'en porte très bien, avec des banquettes en moleskine bordeaux et un menu ardoise qui proposait des œufs brouillés et des tartines de beurre salé. Nous avons commandé ça. Nous avons mangé, et pendant que nous mangions, j'ai dit à Anaïs ce que j'aurais dû lui dire depuis longtemps. Je lui ai dit que j'avais eu tort d'entendre sans écouter,
que j'avais eu tort de lui répondre, ce jeudi soir de 2 ans plus tôt, avec mes propres certitudes avant qu'elle ait eu le temps de finir sa pensée, que j'avais eu tort de me rassurer de sa façade fonctionnelle en oubliant de chercher ce qu'il y avait derrière, et que tout cela ne m'absolvait pas, mais que je le reconnaissais. Anaïs a posé sa fourchette. Elle m'a regardé. Et elle a dit quelque chose que je vais vous répéter exactement, parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu entendre à d'autres moments de ma vie, d'y part ou à d'autres personnes. Maman, se tromper et le reconnaître, c'est déjà différent de se tromper et l'habiller en sagesse. Je veux que vous entendiez cette phrase. Je veux que vous la gardiez quelque part. Parce que nous faisons tous des erreurs dans la façon dont nous accompagnons les gens que nous aimons. Nous répondons trop vite. Nous rassurons trop facilement. Nous minimisons par confort. Nous choisissons la paix du moment sur la vérité du fond. Reconnaître cela n'est pas de la faiblesse. C'est le début d'une façon différente d'être présent. La difficulté qui m'attendait ce jour-là, après la brasserie, après la bonne chaleur des œufs brouillés et du café qui m'avait rendu une partie de mon énergie de 79 ans, c'était Claire, ma sœur, qui n'était pas encore au courant que j'avais lu ses messages, qui vivait à 20 minutes en tramway et qui pensait probablement, en ce mardi matin de novembre, que la vie continuait à tourner dans le sens habituel. Anaïs avait dit « pas encore », et j'avais respecté cela. Mais en sortant de la brasserie, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Claire. Elle m'envoyait un message pour me demander si nous dînions ensemble jeudi, comme nous le faisions parfois en dehors du déjeuner du premier dimanche. Elle avait trouvé une recette de soupe de courge qu'elle voulait essayer. Elle mettait un emoji de cuillère à la fin du message, ce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie avant d'avoir ce téléphone que sa fille lui avait offert et avec lequel elle avait décidé, à 75 ans, d'apprendre à envoyer des emojis. J'ai regardé ce message. J'ai regardé l'emoji de cuillère. Et j'ai ressenti quelque chose de complexe et d'honnête. De la colère, oui. De la tristesse, oui. Mais aussi une douleur plus ancienne et plus douce. Celle des 79 ans de vie commune avec une femme que j'avais aimée, que j'aimais encore, et que je ne pouvais plus regarder de la même façon. J'ai mis mon téléphone dans ma poche sans répondre. Anaïs avait vu l'écran. Elle n'a rien dit. Je vous en parlerai de Claire. Mais d'abord, je dois vous raconter ce qui s'est passé quand Bastien a su. Car Bastien a su. Pas ce jour-là. Pas le lendemain. Mais 3 jours après notre matinée chez Maître Lefort, il a compris qu'Anaïs ne reviendrait pas à l'appartement dans la posture dans laquelle il l'avait laissée partir. Anaïs était rentrée chez elle, oui, parce que l'appartement était légalement le sien aussi, et qu'elle n'avait pas à le fuir. Mais elle était rentrée différemment. Elle avait pris les clés du coffre de l'appartement, celui que Bastien pensait être le seul à connaître et dans lequel il gardait certains documents, et elle y avait trouvé ce qu'elle soupçonnait. D'autres papiers, d'autres structures, d'autres noms. Elle les avait photographiés. Elle me les avait envoyés. Et elle les avait transmis à Maître Lefort. Bastien avait dû remarquer que le coffre avait été ouvert. Ou peut-être avait-il senti le changement dans le comportement d'Anaïs, dans sa façon de répondre à ses questions, dans ses silences devenus différents. Toujours est-il qu'il avait appelé Claire. Je ne le sais pas parce qu'on me l'a dit. Je le sais parce que 2 jours après, Claire m'a appelé, et dans cette conversation, il y avait des choses qu'elle n'aurait pas pu savoir si quelqu'un ne les lui avait pas dites. Ce coup de téléphone a duré 22 minutes. Je l'ai noté dans le carnet que j'avais commencé à tenir depuis notre matinée chez Maître Lefort. J'avais fait mienne la recommandation du journal de bord. 22 minutes, le mercredi soir, où Claire m'avait appelé juste pour discuter, et avait glissé dans la conversation des questions sur Anaïs, sur ce qu'elle faisait en ce moment, sur si j'avais eu des nouvelles, sur si elle semblait agitée ces derniers temps. J'avais répondu que non, qu'Anaïs allait très bien. Claire avait dit « Tant mieux, parce que Bastien m'a dit qu'elle traversait une période difficile. Il s'inquiète pour elle. » J'avais dit « Je vois. » Claire avait dit « Il est vraiment attentionné, ce garçon. On ne réalise pas toujours la chance qu'on a. » J'avais dit « Non, on ne réalise pas toujours. » Elle n'avait pas entendu ce que je voulais dire. Ou peut-être l'avait-elle entendu et avait-elle choisi de ne pas le relever. Je ne sais pas encore, et peut-être que je ne le saurai jamais avec certitude. Avant de vous raconter la confrontation avec Claire,
Je veux m'arrêter ici pour vous dire quelque chose d'important sur ce que j'ai traversé dans ces jours-là, parce que je pense que cela peut aider quelqu'un qui m'écoute ce soir. Il y a une solitude particulière dans la découverte que quelqu'un de votre propre famille a participé, même sans mauvaise intention visible, à quelque chose qui a blessé une personne que vous aimez. Cette solitude-là n'est pas celle du deuil, qui a une direction claire et une communauté pour vous entourer. Ce n'est pas celle de la dispute ordinaire qui a une résolution possible à travers la conversation. C'est une solitude qui ressemble à devoir porter deux choses contraires en même temps. La colère et l'amour, la déception et la mémoire, la nécessité d'agir et la peur de ce que l'action va coûter à une relation vieille de 79 ans. Si vous avez traversé quelque chose de similaire, si vous avez dû tenir ces deux choses contraires en même temps, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez le mot « les deux » et je saurai ce que vous voulez dire. Et si vous êtes là depuis le début de cette histoire et que vous n'avez pas encore laissé un j'aime, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous pour la suite, parce que ce que je dois encore vous raconter, la confrontation avec Claire, ce que Bastien a finalement fait et ce que nous avons trouvé ensemble, ma fille et moi, pour sortir de cette situation, tout cela est dans les blocs qui suivent. Et je ne vais pas vous laisser en chemin. Le vendredi suivant notre matinée chez Maître Lefort, j'ai pris le tramway vers chez Claire. Je n'avais pas prévenu. C'était délibéré. Non pas pour la surprendre dans un sens dramatique, mais parce que j'avais appris, après 32 ans à lire des gens à travers des papiers, que les gens qui se savent convoquer arrivent toujours avec leur défense déjà construite. Et ce que je voulais ce matin-là n'était pas de vaincre une défense. C'était d'avoir une conversation vraie avec ma sœur avant que les positions de chacun ne soient figées dans du béton. Claire habite dans un appartement lumineux du quartier Saint-Éloi, au 2e étage d'un immeuble avec un jardin intérieur que la copropriété entretient bien. Elle a des géraniums sur son balcon qu'elle rentre chaque automne avec une précision de calendrier, et une cuisine qui sent toujours légèrement la confiture, parce qu'elle en fait en toute saison, avec les fruits du marché, une habitude héritée de notre mère. J'ai sonné à sa porte à 9h30 du matin. Elle a ouvert la porte avec son tablier, une cuillère en bois à la main, et un sourire qui n'a mis qu'une fraction de seconde à se transformer en quelque chose de plus prudent quand elle a vu mon visage. Claire me connaît depuis 79 ans. Elle a su immédiatement que je n'étais pas venue pour la soupe de courge. Elle a dit « Entre ». Je suis entrée. Elle m'a offert du café. Je l'ai accepté parce que refuser le café chez Claire aurait été une façon d'annoncer la guerre, et ce que je voulais faire n'était pas la guerre. Je me suis assise à sa table de cuisine, celle avec la toile cirée à motif de Provence qu'elle a depuis 15 ans et qui a absorbé des centaines de conversations de famille, des confidences, des disputes rentrées, des nouvelles apprises et des silences partagés. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi. À l'intérieur, j'avais une copie de quelques-uns des messages. Pas tous. Quelques-uns. Les plus significatifs. Ceux qui ne laissaient pas de place à l'ambiguïté. Claire s'est assise en face de moi avec son café. Elle attendait. Elle savait que j'allais commencer parce que c'est toujours moi qui commence les conversations difficiles entre nous depuis que nous sommes petites. C'est une répartition tacite qui ne nous a jamais été dite, mais qui a toujours existé. Claire organise le monde, Odette dit les choses difficiles. J'ai commencé par une question, pas une accusation. Une question. J'ai dit « Claire, depuis combien de temps tu es en contact avec Bastien au sujet d'Anaïs ?» Elle a regardé son café. Elle a dit « On se parle de temps en temps. C'est normal, non, que je connaisse le mari de ma nièce ?» J'ai dit « Ce n'est pas ce que je te demande. » Il y a eu un silence, pas un silence de coupable qui cherche à fuir. Un silence de quelqu'un qui sait que la conversation qu'elle a peut-être anticipée depuis un moment est maintenant arrivée et qui doit décider comment y entrer. Claire a dit « Bastien s'inquiète pour Anaïs. Il dit qu'elle traverse une crise. Il voulait mon avis sur la façon de l'aider. » J'ai sorti les copies des messages. Je les ai posés sur la toile cirée à motif de Provence, entre nos 2 tasses de café. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé regarder. Claire a regardé les pages, longtemps. Je voyais son visage traverser plusieurs choses en même temps, la reconnaissance de ses propres mots, une surprise que ces mots aient pu être imprimés et placés devant elle de cette façon, et quelque chose d'autre,
quelque chose de plus profond et de moins lisible que j'ai mis du temps à nommer. C'était peut-être de la honte, ou peut-être la conscience soudaine de la distance entre ce qu'on croit faire et ce qu'on fait vraiment. Elle a dit enfin « Je voulais aider ». J'ai dit « Je sais ». Elle a dit « Bastien m'a dit qu'Anaïs exagérait, qu'elle construisait des problèmes qui n'existaient pas. Il était inquiet. » J'ai dit « Et tu l'as cru ». Elle n'a pas répondu immédiatement, puis elle a dit « Il était si convaincant ». Et là, pour la première fois depuis que j'étais entrée dans son appartement, j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui n'était pas de la défense. C'était quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup plus difficile à entendre. Le son d'une personne qui commence à comprendre qu'elle a été utilisée, qu'on avait exploité sa confiance dans certaines certitudes familiales pour en faire un outil contre un membre de cette même famille. Bastien n'avait pas seulement manipulé Anaïs. Il avait manipulé Claire. Il avait su que Claire avait de l'autorité dans la famille. Il avait su que Claire croyait sincèrement savoir ce qui était bon pour ses proches. Et il avait utilisé cette autorité et cette sincérité comme une arme de précision. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est quelque chose que j'ai compris à la table de cuisine de Claire ce matin-là et que je n'avais pas compris aussi clairement avant. Les personnes qui causent du tort à l'intérieur des familles ne travaillent presque jamais seules. Pas parce qu'ils recrutent des complices conscients, mais parce qu'ils savent lire les structures familiales, identifier les personnes qui ont besoin de se sentir utiles, compétentes, dans le bon camp, et leur donner exactement ce dont elles ont besoin pour devenir, sans le savoir, une partie du mécanisme. Claire n'était pas une mauvaise femme. Claire était une femme qui avait été trouvée là où elle était vulnérable, dans son besoin d'être la personne qui sait, la personne qui aide, la personne qui maintient l'ordre de la famille, et qui avait été utilisée précisément à cet endroit-là. Comprendre cela ne m'a pas ôté la colère. Mais cela a changé ce que je faisais de cette colère. J'ai passé encore 1 heure chez Claire ce matin-là. Nous n'avons pas tout résolu. On ne résout pas 79 ans de dynamique familiale en 1 heure autour d'une toile cirée à motif de Provence. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. Quelque chose d'essentiel. Claire avait posé la cuillère en bois qu'elle avait encore à la main quand elle m'avait ouvert la porte. Elle l'avait posée sur le bord de l'évier et elle n'y avait plus touché. C'est un détail qui peut paraître insignifiant. Mais j'ai appris dans ma vie que les gens indiquent souvent par leurs objets, par leurs mains, par la façon dont ils lâchent ou gardent ce qu'ils tiennent, leur disponibilité réelle à une conversation. Claire avait lâché la cuillère. Elle était là. Pas encore prête à tout entendre, pas encore capable de mesurer l'étendue complète de ce qui s'était passé, mais présente dans la pièce d'une façon qui laissait de la place pour la vérité. Je lui avais dit, avant de partir, « Je ne te demande pas de te condamner, je te demande de comprendre ce qui s'est passé et de décider ce que tu vas faire avec cette compréhension. » Elle n'avait pas répondu à ça, pas ce matin-là. Elle m'avait raccompagnée à la porte, elle m'avait serré contre elle brièvement, avec la maladresse propre aux étreintes qui portent trop de choses à la fois pour être tout à fait naturelles, et elle avait dit « Donne-moi quelques jours ». Je lui en avais accordé. Dans le tramway du retour, j'ai regardé La Rochelle défiler derrière la vitre. Les façades de pierre, les arcades du centre-ville, les platanes qui perdaient leurs dernières feuilles sur les trottoirs, les gens qui marchaient vite dans le froid de novembre avec leurs manteaux fermés et leurs pensées à eux. J'avais 79 ans et j'avais le sentiment étrange et net d'être en train de vivre quelque chose qui comptait vraiment. Pas dans le sens dramatique du terme, pas dans le sens des grandes catastrophes ou des grandes victoires, mais dans le sens humble et sérieux des moments où on est obligé de choisir ce qu'on est. Anaïs m'avait envoyé un message pendant que j'étais chez Claire. Elle m'écrivait que Maître Lefort avait transmis une partie des documents à la brigade économique et financière de La Rochelle, que la procédure était enclenchée, que cela prendrait du temps, probablement plusieurs mois, peut-être plus, mais que le dossier existait maintenant officiellement, qu'il n'était plus seulement dans une enveloppe posée sur une table de chambre d'hôtel. J'ai relu ce message plusieurs fois dans le tramway. Je pensais à cette enveloppe. Je pensais à la façon dont Anaïs l'avait ouverte ce soir de novembre, dans la chambre 12, avec ses mains calmes et cette précision dans chaque geste qui m'avait serré la gorge. Je pensais au verre d'eau intouché, à la robe marine pliée dans le sac en papier,
à la phrase qu'elle m'avait dite et que je n'avais pas oubliée. Je ne t'ai pas appelé pour que tu me consoles. Je t'ai appelé pour que tu comprennes comment il m'a transformée en coupable. Je m'arrête ici un moment, parce que nous sommes maintenant dans la partie de cette histoire qui mérite qu'on souffle ensemble. Si vous êtes avec moi depuis le début, vous avez déjà parcouru un long chemin. Vous avez entendu le message. Vous avez été dans la chambre 12. Vous avez lu les enveloppes. Vous avez été à la table de cuisine de Claire. Et vous savez maintenant que le dossier existe et que la procédure est engagée. Mais il reste encore beaucoup à vous dire. Ce qui s'est passé avec Bastien quand il a compris qu'il ne pouvait plus contrôler la situation. Ce que Claire a finalement fait. Et surtout, ce que ma fille est devenue au fil des semaines suivantes. Ce qu'elle m'a appris sur ce que ça veut dire de recommencer. Avant de continuer, dites-moi quelque chose. Vous avez peut-être, vous aussi, eu un moment dans votre vie où vous avez dû faire face à une vérité que vous n'aviez pas choisi de connaître et qui a changé quelque chose d'irréversible dans votre façon de voir les choses. Si oui, écrivez dans les commentaires le mot « tournant ». Juste ce mot. Et si vous n'avez pas encore partagé cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, c'est peut-être le moment de le faire. Parce que les histoires qui parlent de silence familial et de courage ordinaire ont besoin de circuler, d'arriver aux bonnes oreilles au bon moment. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a une suite à cette histoire, et elle mérite d'être entendue. Bastien a réagi à sa façon. Pas avec de la violence. Pas avec des éclats. Avec du contrôle, encore, parce que c'était son outil naturel, le seul qu'il avait vraiment développé. Il a commencé par nier. Il a contacté certains des amis communs du couple pour leur dire qu'Anaïs traversait une période de fragilité psychologique et qu'elle avait pris des décisions impulsives dont elle allait regretter. Il utilisait exactement le vocabulaire qu'il avait construit pendant des années. Fragilité, impulsivité, mauvaise lecture de la réalité. Il avait préparé cette narration longtemps à l'avance, parce que c'est ce que font les gens comme Bastien. Ils préparent la défense avant que l'accusation n'existe. Mais quelque chose avait changé. Et ce changement ne venait pas de la procédure judiciaire, qui était encore trop récente pour avoir des effets visibles. Il venait de quelque chose de plus simple et de plus fondamental. Anaïs parlait. Pas à tout le monde, pas avec des éclats publics. Mais elle parlait à des personnes précises, des personnes qu'elle avait choisies avec soin, des personnes qui avaient la capacité et l'autorité d'écouter ce qu'elle disait sans le filtrer à travers la version de Bastien. Elle avait parlé à sa directrice à l'agence de communication, une femme de 45 ans qui dirigeait son équipe depuis 10 ans avec une franchise directe et une loyauté absolue envers ceux à qui elle faisait confiance. Cette directrice avait dit 3 choses. Premièrement, je te crois. Deuxièmement, je vais m'assurer que ton travail ici n'est pas affecté par ce que tu traverses. Troisièmement, si tu as besoin d'un témoignage sur ton caractère, ton sérieux et ta stabilité professionnelle, tu m'appelles. Ce troisième point était plus important qu'il n'y paraissait. Parce que Bastien avait commencé à laisser entendre à certaines connaissances qu'Anaïs avait des problèmes de comportement au travail. Un mensonge de plus, préventif, destiné à anticiper les témoignages positifs qu'elle pourrait rassembler. La directrice, en s'engageant clairement, avait rendu ce mensonge inopérant avant même qu'il soit pleinement formulé. Anaïs avait aussi parlé à une amie d'enfance, Lucie, avec qui elle avait perdu contact pendant plusieurs années et retrouvé récemment. Lucie n'était pas dans le milieu professionnel d'Anaïs. Elle n'avait aucun lien avec Bastien ou ses réseaux. Elle était exactement ce dont Anaïs avait besoin. Un regard extérieur, propre, sans enjeu, capable de dire « tu as l'air plus légère quand tu n'as pas à te surveiller » et de faire de cette phrase une observation utile plutôt qu'une platitude. J'observe cela maintenant avec le recul de quelqu'un qui a regardé le processus de près. Les gens qui sortent de situations de contrôle psychologique prolongé ont besoin, plus que de grandes stratégies, de quelques personnes précises autour d'eux qui les renvoient une image fiable d'eux-mêmes. Pas une image flatteuse, pas une image consolante, une image fiable. Quelqu'un qui vous voit et vous dit ce qu'il voit, sans l'intention de vous défendre ni de vous accabler, juste avec la précision simple d'un miroir honnête. La directrice d'Anaïs était ce miroir professionnel. Lucie était ce miroir personnel. Et moi, j'espère que j'ai fini par devenir ce miroir familial,
même si j'avais mis du temps à le comprendre. 3 semaines après la chambre 12, Maître Lefort nous a convoqués pour une mise à jour du dossier. Anaïs et moi avons fait le chemin jusqu'à la rue du Palais ensemble, par le même trajet que la première fois, mais cette fois sous un ciel plus net qui laissait passer un soleil de novembre pâle et déterminé sur les façades de pierre. J'avais mon carnet dans mon sac. Anaïs avait un nouveau dossier de documents qu'elle avait rassemblé depuis notre première visite. Maître Lefort nous a reçus avec la même disposition calme que la première fois. Il nous a expliqué que l'analyse préliminaire du dossier par la brigade économique et financière avait confirmé ce qu'Anaïs avait documenté. Des transferts qui présentaient des irrégularités sérieuses, des signatures numériques utilisées dans des conditions qui posaient des questions juridiques précises, des structures qui méritaient une investigation plus approfondie. Il ne faisait pas de promesses. Mais il nous disait que le dossier tenait debout. Il nous a aussi dit quelque chose que je n'attendais pas. Il nous a dit qu'une des personnes contactées par la brigade, dans le cadre d'une vérification de routine des acteurs liés aux structures financières concernées, était quelqu'un que Bastien considérait comme un allié solide, et que cette personne, à la surprise de tout le monde apparemment, n'avait pas confirmé la version de Bastien, avait dit, au contraire, que certaines choses lui avaient toujours semblé peu claires, mais qu'il n'avait pas eu l'occasion ni le courage de le dire avant. Ce n'est pas toujours une révélation spectaculaire qui fait basculer une situation. Parfois c'est quelqu'un, quelque part, qui dit enfin la chose qu'il aurait dû dire depuis longtemps, parce qu'il a été trouvé dans un contexte où ne pas la dire aurait eu des conséquences qu'il préférait éviter. Ce n'est pas héroïque, c'est humain, et c'est quand même utile. Anaïs a écouté Maître Lefort avec cette concentration absolue qu'elle mobilisait dans les moments importants. Quand il a eu terminé, elle a posé 2 questions précises sur les délais et les prochaines étapes. Il a répondu. Elle a noté. Et en sortant du cabinet, dans l'escalier, elle m'a pris le bras, brièvement, d'une façon qu'elle n'avait pas faite depuis des années, depuis l'époque où elle me prenait le bras dans la rue quand elle était petite et que nous marchions vite. J'ai serré son bras contre moi sans rien dire. Ce geste simple valait tous les discours. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que cette situation m'a enseigné sur les familles et sur la façon dont les dynamiques silencieuses se transmettent d'une génération à l'autre, parce que c'est peut-être la partie de cette histoire qui me tient le plus à cœur. Dans notre famille, celle de notre mère, il existait une règle non écrite et jamais nommée qui disait que les problèmes familiaux se réglaient à l'intérieur de la famille, que la réputation était une ressource collective et que les femmes qui souffraient en silence avec dignité étaient des femmes fortes. Cette règle n'avait pas été inventée avec mauvaise intention. Elle venait d'une époque et d'un milieu où la survie collective dépendait effectivement de la discrétion, où les erreurs visibles avaient des coûts sociaux réels, où les femmes n'avaient pas toujours d'autre espace que le silence pour conserver une forme de pouvoir sur leur propre vie. Mais les règles qui servaient un contexte ne servent pas forcément le suivant. Et quand ces règles sont transmises sans être questionnées, elles deviennent des prisons habillées en sagesse. Claire avait reçu cette règle et l'avait appliquée avec conviction. Notre mère nous l'avait transmise. Et moi, à ma façon, je l'avais aussi transmise à Anaïs, chaque fois que j'avais répondu trop vite à ses hésitations, chaque fois que j'avais enveloppé une vérité inconfortable dans des formulations douces pour éviter le bruit d'une conversation difficile. La chambre 12 m'avait appris que ce silence-là aussi avait un coût, et que le reconnaître n'était pas une façon de me condamner. C'était une façon de choisir, de ne pas le perpétuer. Si vous avez reconnu dans ce que je viens de dire quelque chose qui appartient à votre propre famille, quelque chose de l'ordre d'une règle jamais nommée qui dit que certaines choses ne se disent pas, que certaines souffrances s'endurent sans bruit, que l'apparence de la cohésion vaut plus que la réalité des relations, je veux que vous sachiez ceci. Reconnaître ce mécanisme ne détruit pas la famille. Ça lui offre une chance de devenir quelque chose de plus honnête et de plus solide. Une vraie famille n'est pas celle où tout va bien. C'est celle où les gens peuvent dire quand quelque chose ne va pas, et être entendus sans avoir à en payer le prix de leur place dans le groupe. Avant que je vous raconte la suite, ce qui s'est passé avec Bastien au terme de la procédure, ce que Claire a finalement dit à Anaïs et ce que ma fille est devenue dans les mois qui ont suivi, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes de ceux qui ont un jour dit « ça va », alors que ça n'allait pas, non par lâcheté, mais parce que vous aviez appris que dire autrement était trop coûteux?
Si oui, écrivez dans les commentaires le mot « habitude ». Juste ce mot. Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre cette histoire ce soir, partagez-la avec lui. Parce que les histoires comme celle-ci ne changent pas le monde. Mais parfois, elles changent une conversation. Et parfois, une conversation change tout. Abonnez-vous si vous voulez être là pour le dernier bloc, parce que ce que ma fille m'a dit le jour où nous avons fermé les 3 enveloppes pour la dernière fois est quelque chose que je veux vous dire à vous aussi. Dites-moi d'où vous regardez, quelle heure il est chez vous. Je suis là. Le temps passe différemment quand on a 79 ans et qu'on vient de traverser quelque chose qui a changé la façon dont on voit sa propre famille. Il ne passe pas plus vite ni plus lentement. Il passe avec une qualité différente, une densité particulière, comme si chaque journée ordinaire portait maintenant le poids visible de ce qu'elle contient vraiment, au lieu de le cacher derrière la routine. Les mois qui ont suivi la chambre 12 ont été exactement cela. Des journées ordinaires avec une densité nouvelle, le marché du mardi, les tomates de Monsieur Petit, le café du matin avec la lumière qui entre par la fenêtre de la rue Saint-Nicolas et dessine un rectangle jaune sur le carrelage de ma cuisine. Les appels du dimanche soir de Laurent, à Bordeaux, qui sonnait avec sa régularité de montre et qui ne savait pas encore tout ce qui s'était passé parce qu'Anaïs avait décidé de lui dire elle-même, à son moment, à sa façon. La messe du dimanche où je m'asseyais au 3e banc en partant de la gauche et où je pensais parfois, pendant que le prêtre parlait de la vérité qui libère, que la vérité libère effectivement, mais que personne ne vous dit que la libération peut être épuisante avant d'être légère. Anaïs était restée dans l'appartement. Bastien s'en était allé, non pas de façon spectaculaire, non pas avec des cris ou des valises jetées dans l'escalier, mais avec la même maîtrise froide qu'il avait toujours exercée sur les situations. Il avait pris ce dont il avait besoin, laissé ce qu'il ne voulait plus, et était parti vers un arrangement de vie que je ne connaissais pas dans le détail et que je n'avais pas cherché à connaître. La procédure judiciaire avançait à son rythme propre, celui de la justice économique et financière, qui est lent, méthodique, sans dramatisation et qui produit ses effets sur une durée de mois plutôt que de jours. Maître Lefort nous tenait informés. Anaïs notait dans son journal de bord. Et moi, j'avais appris à résister à l'envie de demander des nouvelles chaque semaine, parce que j'avais compris que cette envie-là venait de mon besoin à moi de voir les choses se résoudre. Pas du besoin d'Anaïs d'être questionnée. C'était une des leçons les plus simples et les plus difficiles que cette histoire m'avait apprises. Ne pas confondre ma propre impatience avec l'urgence de la personne que j'accompagne. Il y avait eu un matin, environ 6 semaines après la chambre 12, où j'étais allée chez Anaïs sans raison particulière, simplement parce que je passais dans le quartier après le marché et que j'avais des citrons de trop et que l'appartement d'Anaïs est sur le chemin du retour. Je n'avais pas appelé avant. J'avais sonné. Elle avait ouvert la porte en robe de chambre, les cheveux encore coiffés de la nuit, et elle tenait une tasse de café d'une main et son téléphone de l'autre, et sur son visage, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas du bonheur, pas encore, mais de l'absence de surveillance. Cette façon qu'a un visage de se détendre quand il n'a plus à se contrôler en permanence pour ne pas laisser paraître quelque chose d'interdit. Elle m'avait regardé, puis elle avait regardé les citrons et elle avait dit « Je faisais justement une tarte ». Ce n'était pas vrai. Elle ne faisait pas de tarte. Mais elle avait dit ça d'une façon qui signifiait que les citrons étaient les bienvenus et que ma présence aussi l'était, et que parfois les gens disent des choses légèrement inexactes parce que la vérité exacte nécessite plus de mots qu'ils n'en ont à ce moment-là. Nous avions fait une tarte au citron, ensemble, dans sa cuisine, avec la radio qui passait une émission de musique des années 70 que ni l'une ni l'autre n'écoutait vraiment, mais qui remplissait l'air d'une façon agréable. J'avais râpé les zestes parce que mes mains connaissent ce geste depuis 50 ans et qu'elles n'ont pas besoin qu'on les guide. Anaïs avait préparé la pâte avec la concentration que je lui connaissais, les lèvres serrées, le regard sur ses mains, refusant de se dépêcher. À un moment, sans que rien ne l'ait précédé, elle avait dit « Il y a des jours où je me réveille et pendant 30 secondes, je ne me souviens de rien. Et ces 30 secondes sont les meilleures de la journée. » Je n'avais pas répondu à ça immédiatement. Je l'avais laissé finir sa phrase. Puis j'avais dit « Et après les 30 secondes ?» Elle avait dit « Après, je me souviens, mais ça dure moins longtemps qu'avant. Le souvenir s'installe moins profond. »
J'avais dit « c'est ça, guérir ». Elle avait réfléchi un moment, puis elle avait dit « peut-être ». Ou peut-être que c'est juste apprendre à continuer à vivre avec quelque chose qui ne disparaît pas complètement, mais qui prend moins de place. Je pense à cette conversation souvent. Je pense à la distinction qu'Anaïs avait faite entre guérir et continuer à vivre avec. Parce que nous vivons dans une culture qui aime les guérisons complètes, les résolutions nettes, les fins heureuses où tout est revenu à la normale. Et la réalité de la plupart des situations difficiles n'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'on ne revient pas toujours exactement à la normale, parce que la normale d'avant contenait parfois les conditions qui ont rendu la situation possible. Et qu'on construit, à la place, quelque chose de différent, quelque chose qui tient compte de ce qu'on a appris, quelque chose qui est moins confortable peut-être dans sa nouveauté, mais qui est plus honnête dans sa texture. Si vous êtes avec moi ce soir, si vous avez suivi cette histoire depuis la localisation reçue sur le trottoir de la rue Saint-Nicolas, jusqu'à cette tarte au citron dans la cuisine d'Anaïs, je voudrais vous demander quelque chose. Pas un like, pas encore. Quelque chose de plus simple. Je voudrais que vous pensiez à quelqu'un dans votre vie qui traverse en ce moment quelque chose de difficile et qui le traverse peut-être en silence, parce qu'il a appris que le silence est plus sûr que la parole. Je voudrais que vous pensiez à cette personne pendant 30 secondes. Et si vous pouvez, si vous en avez la possibilité et le courage, prenez de ces nouvelles cette semaine. Pas pour avoir une réponse, pour montrer que vous êtes là. Parfois, c'est tout ce que quelqu'un a besoin de savoir. Et si cette histoire vous a donné quelque chose ce soir, laissez un j'aime maintenant. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore avec nous, parce que chaque jour, il y a une histoire comme celle-ci sur cette chaîne. Une histoire qui ne promet pas la perfection, mais qui offre la présence. Et dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville, quelle région, quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis ces commentaires. Ils comptent. Claire m'avait appelé un jeudi matin, environ 2 mois après ma visite dans son appartement. Pas pour la soupe de courge, pour autre chose. Elle avait dit « Je voudrais voir Anaïs ». Je lui avais demandé si elle avait réfléchi à ce qu'elle voulait lui dire. Elle avait dit, après un silence, « Je veux lui dire que je m'excuse, vraiment. Pas de la façon dont on s'excuse dans notre famille, en glissant des mots entre 2 sujets pour que ça passe plus vite. Vraiment. » J'avais dit « Alors appelle-la toi-même. Elle est capable de décider si elle veut te voir ou non. » Claire avait dit « Et si elle ne veut pas ?» J'avais dit « Alors tu respectes ça et tu attends. Et tu montres par ce que tu fais dans les mois qui suivent que tu as compris quelque chose. » Il y avait eu un long silence. Puis Claire avait dit « Tu es dure, Odette. » J'avais dit « Non, je suis honnête. C'est différent. » Et c'est ce que nous aurions dû être depuis le début, toi et moi, l'une envers l'autre et envers les gens que nous aimons. Claire avait appelé Anaïs. Anaïs avait accepté de la voir, après 2 semaines de réflexion, dans un café neutre du centre-ville, pas chez l'une ni chez l'autre, pas dans un espace chargé de l'histoire de la famille. Je n'étais pas là. Je n'avais pas à l'être. C'était leur conversation à elle. Je l'avais su parce qu'Anaïs m'avait envoyé un message après, qui disait simplement « C'était difficile, mais c'était réel. Merci de l'avoir préparé. » Je n'avais pas préparé Claire. Je lui avais dit la vérité. Mais peut-être que dans certaines familles, dire la vérité est une forme de préparation. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est quelque chose qui s'est passé environ 4 mois après la chambre 12. Et qui pour moi représente le moment où j'ai su qu'Anaïs avait trouvé quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. C'était un dimanche. Pas le premier dimanche du mois, donc pas le déjeuner chez Claire que nous avions suspendu depuis les événements et que nous n'avions pas encore repris. C'était un dimanche ordinaire, froid, avec ce ciel d'hiver qui à La Rochelle peut être d'une laideur magnifique, blanc et bas et plein de vent venu de l'Atlantique. Anaïs était venue me chercher à l'appartement. Elle avait dit qu'elle voulait marcher. Nous avions marché jusqu'au Vieux-Port, le long des quais où les bateaux de plaisance hivernaient sous leurs bâches bleues et blanches, avec les tours médiévales de Saint-Nicolas et de la Chaîne qui se dressaient dans le ciel gris comme des arguments contre le temps qui passe. Il y avait peu de gens. Quelques familles avec des enfants qui couraient vers les pigeons. Un couple âgé qui marchait bras dessus bras dessous, avec la lenteur des gens qui n'ont nulle part où être pressés. Anaïs avait les mains dans les poches de son manteau,
et elle regardait l'eau du port avec cet air concentré qu'elle avait parfois quand elle pensait à quelque chose de précis sans encore savoir comment le dire. Je marchais à côté d'elle sans parler. Puis elle avait dit « Maman, je veux te dire quelque chose. » J'avais dit « Je t'écoute. » Elle avait dit « Le pire dans tout ça, ce n'était pas ce qu'il faisait. C'était que j'avais commencé à le voir comme lui me voyait, à me demander si j'étais vraiment trop sensible, si j'exagérais vraiment, si mes observations valaient vraiment quelque chose. Et le jour où tu as ouvert la porte de la chambre 12 avec ta robe dans un sac en papier, la première chose que j'ai pensée, c'est « Elle est venue ». Pas « Elle va résoudre le problème ». Juste « Elle est venue ». Et ça m'a suffi pour recommencer à me voir autrement. J'ai regardé l'eau du vieux port de La Rochelle. J'ai regardé les tours médiévales dans le ciel gris. J'ai pensé à la façon dont j'avais hésité sur le trottoir de la rue Saint-Nicolas avec mes sacs qui pesaient, à la façon dont j'avais failli ne pas regarder mon téléphone, à la façon dont j'avais pensé pendant une fraction de seconde qu'elle dramatisait. Et j'ai compris que ce n'était pas ce que j'avais fait dans la chambre 12 qui avait compté. C'était le fait d'y être allé. Le simple fait d'y être allé. Voilà la chose que je veux vous dire ce soir, avant de terminer cette histoire. Voilà la leçon que ces 4 mois m'ont laissée avec plus de clarté que je n'en ai jamais eu à 79 ans sur aucun sujet de cette nature. Nous sous-estimons presque toujours le pouvoir de notre présence. Nous pensons que pour aider quelqu'un, il faut avoir les bonnes réponses, le bon plan, la bonne stratégie, les bons mots. Nous pensons que si nous ne savons pas quoi dire, il vaut mieux attendre de savoir. Nous pensons que notre présence sans solution n'est pas une présence utile. Et nous avons presque toujours tort. La présence sans solution est souvent la forme la plus pure de l'amour. Parce qu'elle dit quelque chose que les mots ne peuvent pas toujours dire. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je refuse de te laisser traverser ça seule. Et parfois, c'est exactement ce dont une personne a besoin pour recommencer à se voir elle-même comme quelqu'un qui mérite d'être vu. J'aurais voulu comprendre ça plus tôt dans ma vie. J'aurais voulu le comprendre quand Fernand était malade et que je cherchais désespérément des choses concrètes à faire au lieu de simplement m'asseoir à côté de lui. J'aurais voulu le comprendre ce jeudi soir de 2 ans plus tôt, quand Anaïs avait appelé et que j'avais rempli son silence avec mes certitudes au lieu de le laisser exister. J'aurais voulu le comprendre dans tous les moments de ma vie où quelqu'un que j'aimais avait eu besoin de ma présence et où j'avais offert à la place mes solutions. Mais on comprend les choses quand on est prêt à les comprendre. Et parfois, le prix de la compréhension, c'est d'avoir d'abord manqué quelques occasions de l'appliquer. Je ne me condamne pas pour ça. Je ne me condamne plus pour les erreurs que j'ai faites avec les outils que j'avais à ce moment-là. Ce que je fais, c'est choisir, maintenant que j'ai compris, de ne plus faire semblant de ne pas savoir. Si quelqu'un que vous aimez vous envoie un message qui ressemble à un appel, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez besoin d'une robe propre dans un sac en papier et de la volonté de frapper 3 coups à la porte. C'est suffisant. C'est souvent plus que suffisant. Le printemps est arrivé à La Rochelle de la façon dont le printemps arrive dans les villes côtières de l'Ouest, progressivement, par touches, avec des journées qui hésitent entre le vent et la lumière avant de se décider pour l'une ou pour l'autre. Les géraniums de Claire avaient recommencé à fleurir sur son balcon. Le marché du mardi avait retrouvé ses premières fraises de la saison que Monsieur Petit avait mises de côté pour moi, avec le sérieux qu'il réservait aux choses qui comptaient. Les platanes de la rue Saint-Nicolas avaient repris leurs feuilles, avec la certitude indifférente des arbres qui ne gardent aucun souvenir de l'hiver et recommencent simplement. Anaïs était venue me voir un vendredi après-midi avec quelque chose dans les mains. Elle avait sonné, j'avais ouvert et elle tenait une enveloppe. Pas une des 3 enveloppes de la chambre 12. Une nouvelle. Blanche, propre, cachetée. Elle m'a dit « Je veux que tu la gardes chez toi ». Je lui ai demandé ce qu'il y avait dedans. Elle a dit « Une lettre que j'ai écrite pour moi-même, pour la version de moi qui existait avant de comprendre ce qui se passait, pour lui dire que ça va aller, que j'ai compris, et que je ne vais pas oublier, mais que je ne vais pas non plus me laisser définir par ça. » Je l'ai regardé tenir cette enveloppe blanche dans ses 2 mains, avec le soleil de l'après-midi qui entrait par ma fenêtre et posait cette lumière de printemps sur ses mains et sur le papier,
et j'ai pensé à tous les objets que j'avais tenus dans mes mains au cours de cette histoire. Le téléphone avec la localisation, la robe marine pliée dans le sac en papier, les 3 enveloppes posées sur la table de la chambre 12, les copies des messages de Claire sur la toile cirée à motif de Provence. Et maintenant, cette lettre blanche qu'Anaïs avait écrite à elle-même et qu'elle choisissait de confier à ma garde. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai posée sur le buffet de mon salon, entre la photographie de Fernand et le pot de grès que j'avais ramené d'une foire artisanale il y a 20 ans et qui contient depuis lors des boutons que je n'ai jamais rattachés à rien, mais que je n'ai jamais jetés non plus, parce que les boutons peuvent toujours servir et que je suis la fille de ma mère sur ce point au moins. Anaïs a regardé l'enveloppe posée là. Puis elle a regardé le pot de boutons. Puis elle m'a regardé. Et elle a souri d'un sourire qui n'était pas le sourire des jours difficiles, celui qu'on produit pour rassurer les autres, mais le sourire plus rare et plus précieux des moments où on est simplement là, simplement soi, simplement présent dans un endroit qui vous connaît. Je lui ai fait du café. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine avec nos tasses et les premières fraises de la saison que j'avais coupées en 2 avec un peu de sucre. Et nous avons parlé pendant 2 heures de choses qui n'avaient rien à voir avec Bastien, ni avec les enveloppes, ni avec Maître Lefort, ni avec Claire. Nous avons parlé du printemps. Nous avons parlé d'un film qu'Anaïs avait vu et que je voulais voir. Nous avons parlé du fils de Laurent, mon petit-fils, qui avait dit quelque chose de drôle au téléphone la semaine dernière. Nous avons parlé avec la légèreté des gens qui savent qu'il y a des choses lourdes dans la pièce, mais qui ont décidé, pour cet après-midi précis, de les laisser reposer dans un coin pendant qu'ils savourent quelque chose de simple. C'est ça aussi, guérir. Ou continuer à vivre avec, comme Anaïs avait dit. Ces après-midi de printemps avec des fraises et du café et une conversation sans urgence. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, jusqu'à la toute dernière phrase de cette histoire, je veux que vous sachiez que vous m'avez donné le cadeau d'être entendu. Cette vieille femme de 79 ans, assise dans son salon de la rue Saint-Nicolas, avec l'enveloppe blanche sur son buffet et le pot de boutons à côté, vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché quelque chose de réel. Abonnez-vous pour une nouvelle histoire demain, parce qu'il y en a une chaque jour sur cette chaîne, et chacune porte une leçon différente, mais la même intention. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que parler n'est pas trahir, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, et que quelqu'un qui crie au secours avec une voix très basse mérite autant d'être entendu que quelqu'un qui crie fort. Écrivez dans les commentaires le mot « présence ». Juste ce mot. Pour que je sache que vous avez entendu ce que je voulais vous dire vraiment, ce soir, dans ce salon, avec la lumière qui baisse sur la rue Saint-Nicolas et le café qui refroidit dans ma tasse et l'enveloppe blanche qui attend sur le buffet. Dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville? Quelle région? Quelle heure il est chez vous? Le matin, l'après-midi, le milieu de la nuit? Je lis ces commentaires comme des lettres de gens que je ne rencontrerai peut-être jamais, mais qui comptent quand même. Vraiment, pour cette vieille femme qui croit encore que les histoires vraies, même racontées sous la forme d'une histoire, changent quelque chose dans la façon dont les gens se regardent les uns les autres. Prenez soin des gens qui vous font confiance. Prenez soin des silences qui demandent à être entendus. Et la prochaine fois que quelqu'un que vous aimez vous envoie un message qui ressemble à un appel, allez-y. De mon cœur au vôtre, bonne nuit.